Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up, l'émission qui transpire le catch, votre podcast préféré, 100% corde à linge. Je suis ringside, je sais pas si je viens de le dire. Je suis accompagné de Chris, le nouvel homme fort de Catch Up. Comment ça va? Ah, au moins l'homme fort, le powerhouse. Salut Ringside, ça va bien, la forme? Ça va, la pêche, la pêche. Alors, une émission très spéciale cette semaine, puisqu'on va revenir sur Double or Nothing de la All Elite Wrestling, la nouvelle révolution dans le monde du catch. On s'éloigne un petit peu de la WWE pour vous parler de ce qui fait l'événement. Depuis ce week-end, on ne parle plus que de ça. Le show tant attendu, monté par Cody Rhodes, les Young Bucks et Kenny Omega, et le fils Tony Khan, le richissime Tony Khan, qui vient apporter le financement de toute cette histoire. Donc, on vous rappelle, l'année dernière, il y avait eu ce show All-In, qui avait une belle réussite, un beau succès. Première fois qu'une fédération, une fédération, c'était même pas une fédération, première fois qu'un show de catch fait 10 000 spectateurs en dehors de la WWE. Ils ne sont pas arrêtés là. L'ami Cody Rhodes, les Young Bucks, et Kenny Omega. Désormais, ils ont le financement. On sait qu'ils ont un contrat télé pour la fin de l'année. Et ils ont ce deuxième show qui s'est déroulé à Las Vegas ce week-end, le 25 mai, si je ne dis pas de bêtises, qui rassemble la fine fleur du catch indépendant, j'ai envie de dire. Et c'est parti. Ils ont lancé le défi à la WWE, donc il fallait frapper fort pour ce premier show. Et on va voir si c'est une réussite. Il se peut qu'on vous parle de la All Elite Wrestling assez souvent à Catch Up parce que ça sent bon, tout ça. Toi, t'as pu le voir tranquillement le dimanche en direct ou comment ça s'est Ouais, passé, Chris? je l'ai pas regardé en direct, mais je l'ai regardé avec un décalage très réduit, quoi. Je l'ai regardé le matin même, en fait. Le show s'est déroulé dans la nuit. Moi, je l'ai regardé le matin même dans la foulée, quoi. Donc, quasiment dans les conditions du live, avec aucune possibilité de me faire spoiler quoi que ce soit. Donc, je l'ai regardé dans très bonnes conditions, quoi. Donc, c'était parfait pour Ouais, évaluer All Elite Wrestling. pas du tout de spoiler pour toi alors du coup. Pas du tout, rien du tout. J'avais vraiment, j'étais vraiment dans les bonnes conditions pour le suivre. Parfait. On va voir s'il y a eu des surprises. Je pense que tout le monde est au courant, parce qu'on c'est un peu, on arrive un peu après la bataille sur ce coup-là, mais il fallait qu'on vous parle quand même de All Elite. Alors, comme tout bon show de catch qui se respecte, comme tout bon pay-per-view, il y a un kick-off d'abord, et on démarre avec une Battle Royale, la 21-man Casino Battle Royale, précisément, qui a une spécificité, c'est-à-dire que les gens arrivent par 5, comme, comme les couleurs d'un jeu de cartes. Il y a l'équipe trèfle, l'équipe carreau, l'équipe cœur, l'équipe pique, et il y a un joker qui sera le 21e arrivant, et il y avait le suspense, savoir qui pouvait être cette personne. CM Punk, je sais pas, Ty Dillinger, quelqu'un comme ça. On verra qui est l'invité surprise. Donc, les premiers arrivants, le premier, comment on appelle ça, un quintet de personnes. Michael Nakazawa, l'américano-japonais, qui aime bien se mettre de l'huile de bébé sur le corps. Sunny Days, un gros monsieur qui est en jaune comme une tête de soleil. Dustin Thomas, je crois que c'est le catcheur estropié, c'est ça, qui a pas de jambes. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Le fameux Brandon Cutler, vous connaissez si vous avez suivi un peu Being the Elite, l'émission hebdomadaire des Young Bucks sur YouTube. Sinon, vous ne pouvez pas le connaître, parce qu'il est complètement inconnu. Et Maxwell Jacob Friedman, plus connu sous le nom de MJF, qui avait fait sensation l'année dernière à All-In, qui est un peu le top heel de la fédération. Beaucoup le rapproche de The Miz, un petit peu dans l'exécution. C'est une grande gueule qui se la ramène, qui n'est pas particulièrement costaud, mais qui tient bien le micro. Si mes souvenirs sont bons, il s'attaque à Dustin Thomas, l'estropié. Et puis après, ça se fout sur la gueule quaimant. Donc il y a Michael Nakazawa qui se met de l'huile sur bébé sur le corps. Et puis après, on a la deuxième vague de catcheurs qui arrive avec Brian Pillman Jr., le fils de Flying Brian Pillman, les légendes de l'ère Attitude. Oui.
Isaiah Cassidy, je ne me souviens même plus à quoi il ressemble. Il y a Sean Spears, donc ça c'était Ty Dillinger à l'époque. Hein. Et ben désormais il s'appelle Sean Spears et il débarque ce soir. Surprise. C'est pas lui le Joker de la soirée, mais en tout cas il est là et il se fait éliminer malheureusement par Dustin Thomas, l'estropié. Ça commence mal pour lui. Joey Janela est là aussi. La superstar de l'indie, hein, cascadeur, hardcore wrestler. Jimmy Havoc aussi, qu'on connaît aussi pour ses matchs hardcore, l'anglais. Ensuite, le Glacier débarque. Ça, on en est à l'équipe cœur là. Le Glacier, Mark Quinn, Ace Romero, qui a un gros sac comme ça, Billy Gunn et Jungle Boy, le fils de comment il s'appelle là, Beverly Hills. Je sais plus son nom, Luc Perry. Luc Perry, voilà, le fils de Luc Perry. Paix à son âme. Dernier quintet, l'ignoble Marco Stunt, Sonny Kiss, c'était lui le Black Travelo là. Voilà. Tommy Dreamer, la légende du hardcore. Tony Dreamer. Luchasaurus, vous avez pu voir, apparemment il a bossé à NXT à une époque sous le nom de Judas. Et il a aussi bossé à la Lucha Underground, si je dis pas de bêtises. Et surtout, Orange Cassidy. Alors lui, j'ai adoré. C'est un mec qui vient les mains dans les poches. Il met des faux coups de pied à son adversaire. Puis bon, il s'est fait balancer tout de suite, mais il avait une dégaine qui m'a bien plu. Et finalement, le Joker de la soirée, énorme surprise, puisqu'il s'agit de Hangman Adam Page, donc le membre de Being the Elite, qui normalement avait un match ce soir contre celui qu'on connaissait sous le nom de Neville, Pac, mais le match a été annulé à la dernière minute, parce qu'apparemment, Monsieur Neville ne veut pas jobber tant qu'il est champion de la Dragon Gate, la fédération japonaise. Bon, qu'est-ce qu'il y avait à sortir? C'était pas très bon, hein, cette Battle Royale. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, bon, écoute, il y avait bon, je vais un peu recadrer par rapport à ma vision du show, c'est-à-dire qu'il y avait globalement sur toute la carte beaucoup de gars que je connaissais pas. Ouais, clairement. Certains que je connaissais un peu et certains que je connaissais bien. Donc du coup, ça fait un bon équilibre, ça permettait de découvrir des gens, tu vois, ça permettait de tout ça. La bataille royale en elle-même, je te rejoins, j'ai pas beaucoup adhéré. Ça commençait pas très bien en fait, et en même temps, je trouvais intéressant le fait qu'ils aient installé cette bataille royale avec un enjeu, tu vois. C'est ça qui est Oui, voilà, il faut savoir que le gagnant gagne un match pour le titre de champion. Hein. Voilà, le number one contender pour la IW Heavyweight Championship. Donc ça, c'était intéressant de savoir que le gars qui allait gagner cette bataille royale allait avoir ce combat au final. Donc bon, du coup, j'ai vu ça un peu gêné, je t'avouerai, par moment. Voilà, avec le catcheur estropié, tout ça, enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça m'a donné un petit sentiment de malaise, quoi, même si respect aux gars handicapés, quoi, parce que franchement, il faut y aller dans le ring comme ça, juste avec les deux bras et puis s'envoyer comme ça. Ouais, gros respect pour lui, hein. Mais alors. J'ai un gros respect pour le mec en lui-même, hein, si tu veux. Hein, c'est ça. C'était un peu étrange, si tu veux. Je sais pas. Bon, je sais que faire une comparaison avec d'autres sports, c'est un peu casse-gueule, mais c'est comme si on n'imaginerait pas avoir un paralympique venir affronter sur 100 mètres, venir affronter, tu vois, un valide, quoi. Bon, c'est. Pistorius. Ouais, Pistorius. Ouais. Bon, ça c'est mal fini, hein. Mais... Voilà, ça c'est mal fini. Mais bon, on va dire que globalement, voilà, il y avait un petit peu ce qu'il fallait dans cette Battle Royale avec un peu des top stars, des légendes, des surprises. Ils y ont mis un peu tous les ingrédients. Ça n'a pas empêché que sur le ring, là, c'était pas extraordinaire, quoi. Je peux pas dire que j'ai été super emballé par cette. En plus, j'ai pas été tellement emballé par le Luchasaurus qui termine à la fin. MJF, ouais. pour le coup, tu vois, MJF, t'as dit au début là de ton intro, ouais, que finalement il est pas très très bon dans le ring et qu'il est très. Je dis pas qu'il est pas bon dans le ring, je dis qu'il a pas un physique énormissime. Tu vois ce que Ouais, je veux dire? moi je ne me rappelais de lui que de All-In, si tu veux, quoi. C'était le dernier souvenir que j'avais de lui, c'était à All-In. Non, Et... c'est plutôt un bon coacheur, hein, sinon c'est juste qu'il a pas, c'est pas une baraque, quoi. Non, c'était pas une baraque, ouais. Et il m'avait fait plutôt une bonne impression à All-In. Ah oui, carrément, ouais. Et il avait et là pour le coup dans la Battle Royale, il avait bien sa place avec un Tommy Dreamer égal à lui-même. Et puis Hangman Page, quoi, qui est voilà parce qu'effectivement je savais l'histoire avec Pac, mais je j'imaginais pas en fait qu'il allait apparaître dans cette Battle Royale, sauf quand ils ont annoncé que
il y avait un shot avec le number one contender. Là, je me suis dit, peut-être que, on verra bien. Au départ, je pensais plutôt à une apparition dans le Mike Page, en fait, dans le match entre Kenny Omega et Chris Jericho. Je pensais qu'il allait avoir peut-être un peu d'overbooking à ce moment-là. Mais non, finalement, c'est un Battle Royale. Donc, écoute, la Battle Royale m'a laissé voir, mais très franchement, elle m'a pas laissé une super impression, quoi. C'était pas, le commençait pas, pour le coup, le show, pour moi, commençait pas de manière super bien, mais je me dis, c'est le kick-off, voilà. Ouais. C'est le pré-show. Notons un combat d'agrafeuse entre Jimmy Havoc et Tommy Dreamer. Ouais, sinon, il y avait vraiment rien d'exceptionnel. L'élimination de Marco Stunt était plutôt pas mal. Ouais, un carré final en fait avec Page, MJF, Avoc et Luchasaurus, quoi. Ouais, voilà. Le Luchasaurus qui au passage est pas très très bon dans le ring, quoi. Et que je trouve je trouve avec un gabarit assez impressionnant, mais au final qui montre pas grand chose entre les cordes, quoi. Donc voilà, le vainqueur est finalement en toute logique et Hangman Page, et puis c'est très bien comme ça. Voilà, exactement. Voilà, drôle de produit d'appel quand même. Parce que ça, c'était gratuit, hein, c'était disponible à la télé gratos, je crois sur YouTube aussi. Ouais. Alors ensuite, il y a dans le kick-off un deuxième match, mais cette fois c'est le premier match de l'histoire en 1 contre 1. C'est Sammy Guevara qui débarque, un catcheur high flyer, on va dire cruiserweight comme ça, avec qui a une tête de genou, hein, une petite tête à claque, qui a pas mal catché au Mexique, notamment à la AAA, puis qui a catché un peu partout dans les fédés indépendantes, qui est un peu loin du cercle de la WWE. Il affronte, c'est un Écossais, je crois, ou un Anglais, Kip Sabian, je connaissais pas du tout. Donc un petit match de 10 minutes, plutôt solide, plutôt bien troussé, mais rien d'exceptionnel. Je crois que c'est la victoire de Kip Sabian, mais je ne sais plus. Ouais, tout à fait. C'est ça. Hein. Ouais. Bon, c'était un match de cruiserweight en fait. Ouais, Euh, voilà, exactement. Ce qu'on peut voir un petit peu à 205. ouais, c'était tout à fait ça en fait. Finalement, la WWE elle utilise ça, c'est cruiserweight en pré-show. Bah, écoute, la IW a suivi le move. Un match pareil qui m'a laissé un peu. C'était deux high flyers, donc du coup il y avait quand même des spots et tout. Ouais, Bah, c'était plutôt joli, mais rien de bon. C'est quand il n'y a pas d'histoire, quand il n'y a rien. voilà, en plus il y avait rien. Voilà, il y a pas de storyline derrière tout ça, donc on découvre les mecs en fait. Hein, voilà, moi les deux je les connaissais pas, donc j'ai découvert les deux mecs de cruiserweight relativement solides dans le ring. C'était pas mal. Ils ont eu un spot assez court au final. Et bon, voilà, il n'y a pas grand chose à en dire. Victoire de Sabian, mais voilà, ça c'est toujours le problème avec les matchs dont on connaît pas forcément les gars. Bah, on connaît pas un peu le background et puis bon, finalement, on se dit, bon, on va bien voir ce que ça va donner. Et puis, bon, ils ont quand même envoyé la marchandise, mais c'était. Voilà, ça restait un match de cruiserweight de pré-show. Ouais, gentillet. Alors, il y a eu quelques scènes backstage. Finalement, au niveau de la production, au niveau de l'aspect, finalement, on se rapproche beaucoup de la WWE. Que ce soit dans le décor, avec des barricades noires, comme fait la WWE. Au niveau de la production, c'était assez propre. Pas encore au niveau de Stamford, hein, forcément, mais ça allait en s'améliorant tout au long de l'émission. Hein. On sentait bien que le kick-off, par contre, ils étaient en train de régler un petit peu le son, les caméras, etc. Mais bon, rien de totalement honteux. Même si c'était quand même pas, ouais, c'était quand même un peu léger au niveau son sur le kick-off. Il y a des commentateurs qui sont à l'avenant. Il y a Excalibur qui avait déjà commenté l'année dernière. Je crois qu'il y a un ancien catcheur masqué comme ça qui m'a fait penser à toi d'ailleurs. Qui est plutôt bon. Il y en a un autre dont j'ai oublié le nom, mais qui débute. Alors, il est vraiment pas terrible. Il avait un peu de mal. Et puis, il y avait Jim Ross qui a débarqué pour le début du show. Jim Ross, pardon, qui est toujours très bon, mais qui commence à être un peu vieux, hein, quand même. Senti, hein, là, quand même. Hein. Ouais, là, ça s'est senti. À la table des commentateurs, tout au long du show, franchement, ça s'est senti que Alex Marves, là, déjà, bon, il était mou. Je l'ai trouvé très mou. Ouais. Et après, concernant Jim Ross, bah, il est très vieux quand même, et ça se sent quand même, hein, ça se sent beaucoup, quoi, dans le phrasé, dans beaucoup de choses. Et pour le coup, oui, c'est Excalibur qui a beaucoup fait vivre le show, quoi, qui était un peu le gars qui un peu
un peu le Corey Graves, on va dire, de la table des commentateurs. Et heureusement qu'il était là hein, quand même, hein, parce que sinon, les commentateurs, on peut pas dire que c'était grand frisson. Hein. C'est Excalibur qui a quand même beaucoup animé la table des commentateurs. Ouais, ça aurait été un petit peu catastrophique sans sa présence. Hein. Bon, bah, c'est comme à la WWE, hein, des commentateurs de merde. On va rentrer dans le vif du sujet. Le premier match donc du pay-per-view, l'opener. C'est un match 3 contre 3. Sokal Uncensored, SCU, Christopher Daniels, Frankie Kazarian, Scorpio Sky, qui affrontent donc les Chinois, Shima, El Lindaman et T-Hawk. Alors Shima, si vous avez suivi la Dragon Gate, vous le connaissez peut-être. C'est un catcheur japonais, donc il bossait à la Dragon Gate, comme je viens de le dire, et qui désormais travaille dans cette fédération chinoise dont j'ai oublié le nom, et qui donc fait découvrir le catch en Chine. Donc, on a un match de 13 minutes 40 qui est encore une fois plutôt solide, plutôt spectaculaire. Christopher Daniels qui fait une petite promo à la Freddie Mercury en début de show. Il vient grimer en Freddie Mercury un peu. Scorpio Sky aussi qui fait sa catchphrase sur la pire ville qu'ils aient jamais visitée. Ils sont over à fond, hein. Le public est à burn, hein, comme on dit. Et puis du coup, derrière, on a un match solide. Il y a un des Chinois qui est un peu green dans le ring, mais sinon c'est plutôt très solide. C'est la victoire de Sokal Uncensored après 13 minutes 40 de match. Donc c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'histoire derrière, mais ça reste un match plutôt réussi. Ah ouais, pour le coup, ouais, écoute, un opener qui m'a bien plu. Je connaissais absolument pas les trois adversaires de Sokal. Je connaissais les trois de Sokal. Hein, y a pas, Daniels et Kazarian, moi je les ai surtout vus à la TNA, quoi. Je les ai connus à la C'est TNA. ça. Scorpio Sky, j'avais des doutes en fait sur là où je l'avais vu. T'as plus d'infos sur Scorpio Sky? Scorpio Sky, moi je l'ai toujours connu soit à la Ring of Honor avec Christopher Daniels et Frankie Kazarian. Je connaissais un petit peu d'avant à la Ring of Honor. Ouais, c'est ça. Mais sinon pas plus que ça. Non, lui, il a vraiment pris le train en marche là avec Daniels et Kazarian et il a plutôt bien joué le coup, hein, parce que pour sa carrière, c'est plutôt pas mal. Il est aussi super populaire, hein, visiblement. Ouais, et il a été super bon. Ouais, il a été super bon en plus dans le ring. Ouais. Et le MVP, c'est le MVP du match, quoi. Je l'ai trouvé super bon. Je le connaissais celui que je connaissais le moins bien des trois. Mhm. Et franchement, c'était un peu une découverte du coup. Donc, et moi, j'ai trouvé ce catcheur super bon. Et j'ai trouvé ce match globalement plutôt solide. Un bon match tag team. Et les Daniels et Kazarian, hein, ils commencent à avoir de la bouteille, mais ils continuent à être efficaces. Ouais. Et, et du coup, ça faisait un opener, ça faisait un opener assez solide et qui lançait bien avec un public, je sais pas, à 80% masculin et donc un public quand même de fans assez hardcore. Et donc du coup, on a eu droit à pas mal de beaux moves, pas mal de grosses séries de near falls et tout ça quoi. En fait, qui a bien fait monter la tension tout au long du match quoi. Et puis ça se termine avec le best Melzer ever là, Mhm. finisher que je découvrais. Moi, je connaissais de nom en fait ce finisher, mais je savais pas à quoi il ressemblait. Donc et du coup, écoute, bon match. Voilà, j'étais bien après un pré-show qui m'avait laissé un petit peu dubitatif. Du coup, l'opener me lançait bien sur le pay-per-view. Ouais. Ouais, ils ont joué les valeurs sûres, hein, parce que bon, peut-être vous connaissez pas trop Christopher Daniels ou Kazarian si vous avez suivi que la WWE, parce que eux, ils ont toujours bossé dans le circuit indépendant. Mais c'est des vétérans, hein, ils étaient à Ouais, la TNA, ils ont monté la division, la X-Division, division l'équivalent des Cruisers. Ils ont bossé à la Ring of Honor, ils ont été au Japon. Ils ont bossé partout. On peut bosser, c'est vraiment, c'est rare de voir des mauvais matchs avec eux en plus. Hein. Ils ont fait des quelques classiques, notamment la Ring of Honor avec les Ladder Wars, comme on appelle ça. On est sûr d'avoir du bon spectacle avec ces deux-là. Et, avec Scorpio Sky, le plus jeune, là, qui est aussi qui est du même style qu'eux. Hein. C'est des high flyers, ils sont spectaculaires, ils sont rapides dans le ring, ça s'enchaîne tout le temps. C'est vraiment ce qu'on aime dans le circuit indépendant, en fait, ces catcheurs-là. ouais, ouais, ouais.
Franchement, c'était très bien. En tout cas, ça, pour moi, ça lançait le pay-per-view de belle manière. Ouais, grosse connexion avec le public. Voilà, donc plutôt une très bonne entrée. On va enchaîner avec les filles. On a à la base un triple threat qui oppose le docteur Britt Baker à Nyla Rose, une grosse baraque. Je crois qu'il était un homme avant, mais je suis pas trop sûr. Ouais, C'est une transgenre ou un truc comme ça. ouais, c'est ça. Ça. Et Kylie Ray, je crois qu'il était passé un peu à la WWE chez les filles là, comment ça s'appelle le tournoi des gonzesses là. Au Meillon Classique. Au Mae Young Classic, mais je suis pas sûr à 200%. En tout cas, j'entends souvent parler d'elle dans le circuit indépendant. Mais avant que le match commence, il y a Brandi Rhodes, la femme de Cody Rhodes, qui débarque, plus belle femme du monde du catch, et qui annonce que ce soir, elle voulait un grand match pour les filles. Et finalement, elle veut un match plutôt qui soit awesome. Et pour ça, rien de mieux que d'ajouter une participante. Alors, on a eu peur que ce soit elle parce qu'elle a débarqué en costume de catcheuse et je sais qu'elle catche pas très bien, hein, Brandi Rhodes. Ouais, Non, non. non, c'est une star encore du circuit indépendant qui a aussi fait un court passage à la WWE. Awesome Kong, l'énorme catcheuse que vous connaissez à la WWE sous le nom de Karma, qui avait fait sensation à l'époque avant de mettre un terme à sa carrière suite à parce qu'elle était enceinte, tout simplement. Elle jouait aussi enfin, elle joue dans la série de télé sur le monde du catch Glow, Ouais. que je vous conseille si vous avez jamais vu. Qui a bossé à la TNA, hein, beaucoup. Et ben donc c'est elle qui débarque et donc du coup on a un Fatal 4-Way. Hein. Donc il va y avoir Awesome Kong, elle va surtout interagir avec Nyla Rose qui est aussi très costaud. C'est pas mal Kylie Ray qui va bosser tout au long du match. Ça va durer 11 minutes 10. Il y a des spots à l'extérieur du ring, hein, notamment avec Awesome Kong et Kylie et Nyla Rose. Mais finalement, c'est la victoire de Britt Baker, qui est visiblement la catcheuse sur laquelle ils ont parié. Bon, c'était plutôt un bon match féminin, mais rien d'exceptionnel quand même. Hein. Ouais, je peux pas dire que j'ai été transcendé par le match féminin. Ouais. Voilà. Bon, il y avait la surprise d'Awesome Kong qui était là, Voilà. qui est toujours massive. Voilà, finalement, elle n'a pas beaucoup changé physiquement. C'est une fille qui doit commencer à avoir un certain âge aussi. Ouais. Nyla Rose, donc, qui est donc un transgenre, et qui est donc un homme devenu femme, et qui est impressionnante physiquement, hein, qui est un Ouais. sacré saut de barbac. Hein. Et face à deux catcheuses beaucoup plus traditionnelles, beaucoup plus WWE, on va dire, quoi, hein, Ouais, standard. dans le physique. Mm. Dans le physique. Alors pareil, bah écoute, comme je connaissais que Awesome Kong finalement de ces quatre filles. Mm. Donc j'ai découvert un peu, c'était pas trop mal dans le ring, je pense que la division féminine de la WWE est plus solide à mon avis. Euh, Mm. Entre les cordes, on verra après avec le développement de la AEW ce que ça donnera et puis ce que donnera le catch féminin dans cette fédération là. Hein, mais bon, Ouais. écoute, pour un match de pay-per-view, un Fatal 4-Way avec une Ron Rhodes impliquée qui fait venir un monstre. Les monstres se sont bien cognés entre eux d'ailleurs. Mm. Et ça se termine avec la victoire de Britt Baker. Écoute, j'avais pas de favori, étant plus spécifique dans ce match, je savais pas trop vers où il voulait aller. Donc, il n'a pas été expliqué pour les femmes, tu vois, par exemple un titre ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu on ne nous a pas mis sur les pistes de quoi que ce soit par rapport à la division féminine. On nous a présenté des matchs, quoi, 2 matchs, mais Ouais, 2 matchs quand même. Hein. Mm. il y a pas eu d'explicatif véritablement de vers quoi va se tourner la division féminine. Donc du coup, je l'ai pris tel quel et puis voilà. Voyant Awesome Kong, sur le coup, je me suis dit que c'était Awesome Kong qui allait gagner. Et puis bah non, pas du tout. C'est Britt Baker qui l'emporte Mm. sur un finish plutôt réussi. Et bon, du coup, c'était pas mal. C'était pas mal, sans plus. Ouais. Ouais. Bah, il faut dire que pour le territoire américain, les catcheuses, la plupart des vraies bonnes catcheuses, elles sont déjà signées à la WWE. Il reste, je pense, plus grand monde sur le circuit qui est susceptible de sortir des gros matchs. Ouais, il y Euh, a Tessa Blanchard à la TNA que je trouve ouais, ouais, voilà. excellente, en particulier entre les cordes justement. Mm.
Après, c'est vrai Ouais. qu'il y a pas full dans l'indie au niveau féminin, hein. Il y a certainement quelques-unes, il y aura certainement des fans hardcore d'indie qui trouveront encore quelques noms à donner, mais Ouais. c'est vrai qu'à la Mais WWE semble quand même largement en avance sur sur cette division-là. c'est ça, c'est ça. Alors, à moins d'aller puiser chez les Mexicaines ou les Japonaises, c'est sûr qu'on va pas avoir un truc qui sera transcendant dans l'immédiat. Mais bon, bah, ils y travaillent. Bon, notons que euh, Brandy Rhodes, elle joue un peu le job de Stephanie McMahon. Hein. C'est Ouais, ce qui a un été peu. pas mal reproché à la All Elite Wrestling, c'est un peu ce népotisme là de la famille Rhodes. Bon, on y reviendra peut-être en conclusion du show. La suite des opérations, c'est un match tag team. Allez, les Best Friends, Chuck Taylor, Trent Barreta. Enfin, du moins, je crois qu'on l'appelle Trent dans le circuit. Traîne tout court maintenant. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, quand il est dans le circuit indépendant aux USA, c'est Trent. Au Japon, on l'appelle Barreta. Il n'y a pas de Trent. Chuck Taylor, des fois, il se fait appeler Dustin ou Chucky T. Voilà, allez vous en sortir avec tout ça. Bon, en tout cas, on les appellera ce soir Chuck Taylor et Trent Barreta, les best friends. Et face à eux, deux aussi de piliers du circuit indépendant qui ont pas mal bossé aussi au Mexique. Angelico et Jack Evans. Je me demande si c'est pas mexicain, Angelico. Ah, Angelico, il est sud-africain. Sud-africain, ah oui, c'est ça, ouais, c'est un mec comme ça, ok. Euh, donc eux, on les avait déjà beaucoup vus à la Lucha Underground, si vous Ah, suivez la Lucha. Et puis ouais, puis pas mal à la AAA, trucs comme ça. Puis Jack Evans, ça fait un bon moment hein, qui tourne aussi sur le circuit indépendant. Euh, voilà, bah, on a encore un match spectaculaire. Hein, les Best Friends aussi. Alors si vous connaissez pas Chucky T Barreta, ces derniers temps, il bossait pas mal à la New Japan, la Ring of Honor. Pro Wrestling Guerrilla, tout le circuit indépendant. Chuck Taylor, il est connu pour faire son spot de la grenade, là, où il fait semblant de jeter une grenade et puis les gens explosent dans tous les sens. Barreta, il est passé un temps à la WWE. Ils ont été pas mal en équipe. Trent Barreta, il faisait équipe aussi avec Rocky Romero au Japon. Il était plusieurs fois champion tag team. Plutôt dans la division junior heavyweight. Il était passé heavyweight. Il avait eu un très très bon match avec Kenny Omega l'année dernière. Et puis maintenant, bah, il se retrouve ici avec les amis les Young Bucks et compagnie. On les voit souvent hein, dans les Being the Elite sur YouTube. Et puis donc, bah, ils nous ont sorti un bon match de 12 minutes 35, victoire des Best Friends. Grosse performance d'Angelico et Jack Evans qui ont sorti dans tous les sens. Je suppose que ça t'a plu, toi, ce match-là. ah, moi, j'ai beaucoup aimé ce match. Clairement, j'ai beaucoup aimé ce match. Bah, si tu veux, en fait, moi, je m'étais vraiment très, très peu les shows. Je ne connaissais que les. J'avais pas fait exprès de ne pas savoir quelle était l'intégralité de la carte. Je savais que les trois gros matchs, quoi, tu vois, quoi. Mm. J'avais fait exprès. Donc, je m'étais vraiment rien fait spoiler. Je voulais pas. Donc, vraiment, j'ai attendu au dernier moment, tout ça. Donc, quand ce match a démarré, bah, je connaissais les quatre, là, pour le coup. Hein, voilà, les Mm. quatre catcheurs, je les connaissais. Donc voilà. Et puis, l'équipe En plus, il faut quand même. Ce match s'est passé dans une ambiance de folie, quoi. Les best Ouais, friends, ouais, il y avait le c'était feu. peur as fuck. C'était un truc de dingue, quoi. Chaque interaction, chaque hug qu'il y avait entre Trent et Taylor partait dans un truc de fou avec le public. Donc Mhm. c'était génial. Et Angelico et Jack Evans, bah, moi je les connais super bien. Hein. Je les ai suivis pendant les 4 saisons sur la Lucha Underground et Angelico en particulier sur les 2 premières saisons. Jack Evans, ça fait les 4 saisons, mais Angelico lui a été longtemps blessé. Et Ouais, bah oui, Angelico, il il, faisait des spots de malade mental, là, où il ouais, ouais, sautait ouais, depuis Angelico, Angelico, il fait des trucs de dingue à la Lucha Underground. Ils ont été champions trios ensemble. Mhm. Euh, ils ont eu plusieurs partenaires différents, quoi, parce qu'ils ont tourné avec différentes personnes comme Evil East, comme Son of Havoc. Et Ouais. vraiment, ouais, deux catcheurs, deux high flyers. Alors Jack Evans qui a une très grande gueule, qui l'a un peu ouverte pendant le match, mais moins que j'étais habitué justement à la Lucha Underground. Mais à la Lucha Underground, ils avaient une telle liberté à ce niveau-là Mm. que, que bon, c'est peut-être pour ça sur le coup que je l'ai trouvé un petit peu bridé. Par contre, pas bridé dans le ring, hein, mais aucun des quatre hein, de toute façon. Donc, Ouais. pas bridé dans le ring, ils étaient au taquet. T'as dit combien? 14 minutes le match? De toute façon, on est tous à peu près pareil. 12 minutes 35.
12 minutes 35 le match entre. Ouais. Ouais, bah écoute, en tout cas, moi j'ai trouvé que c'était un très bon match dans le ring et tout, c'était parfait. Ouais, la low card, c'est toujours entre 10 et 13 minutes. Et puis après, les matchs, les 3 main events, ils font plus de minutes chacun. Ouais, après ça s'allonge quoi. Mm. Donc voilà, donc pour le coup, voilà un tag team match solide avec 4 mecs, 4 bons workers et c'était bien. Alors après, ils se font attaquer à la fin là. Ouais, c'est ça. Ils se font attaquer par Les lumières s'éteignent. Hein. On pense voir l'Undertaker. les lumières, c'est Dong, dong. On attendait le coup de gong. Et du coup, alors pour ceux qui connaissent, c'est les Super Smash Brothers qui débarquent quoi. Mhm. Ils seront pas appelés comme ça, hein. Ça va pas être leur nom. Ouais, parce ils ont pas donné le nom de l'équipe. Ils ont pas donné le nom de l'équipe, je pense de manière c'était voulu quoi. Donc c'est des Québécois, ces fameux Super Smash Brothers, malgré Mhm. leur look qui pourrait. Ouais, il y a un gros luchador masqué et puis un mec qui ressemble aux Viking Riders, quoi. Qui Ouais, ressemble un petit peu. C'est un peu ça. Ouais. Et ils sont donc en plus venus avec tout un tas d'hommes de main Ouais. pour défoncer tout le monde et ils attaquent les quatre, hein, ils se prennent pas la tête, hein, ils attaquent les quatre. Donc si tu veux, en fait, moi le bilan que je fais par rapport à ce match, c'est que bon, le match était solide et tout, mais c'est surtout qu'on a eu du coup 2 matchs tag team déjà depuis le début du pay-per-view et 2 matchs solides et dans ces cas-là, tu te dis à la fin, bah écoute, bah, la tag team division à la IW, elle va peut-être avoir un peu de gueule pour le départ. C'est ça, exactement. Ben, c'est les Young Bucks qui sont derrière, hein, donc la division tag team, c'est un peu Il y a un leur troisième terrain match de tag jeu. team qui va arriver, troisième Mm. match tag team qui va arriver, on n'en parle pas C'est maintenant, ça. mais pour le coup, voilà, il y a déjà eu 2 matchs tag team et les 2 matchs étaient déjà solides. Mm. Quand on sait quel est le troisième match tag team qui va arriver, on se dit waouh, waouh, ils envoient là, ils rigolent Ils pas avec envoient la du. tag team division. C'est ça, c'est ça. Bah ouais, c'est ce qu'on reproche à la WWE souvent d'avoir une division tag team qui est ridiculisée. Ah Eh oui, ben, ils prennent le créneau, hein. Hop, c'est parti. La Ring of Honor, pendant longtemps, elle avait une super division tag team aussi. Et c'est très important d'avoir des grosses divisions tag team solides. Et là, bah, visiblement, on part là-dessus, hein, avec ce que nous propose la All Elite Wrestling là. Moi, c'est j'aime aussi. beaucoup Trent Barretta. J'ai un peu plus de mal avec Chuck Taylor, que je trouve pas Moi, je le particulièrement. trouve pas super entre les cordes, Chuck Taylor, mais par contre, je trouve que c'est un gars, il a du charisme, Ouais, il, il fait toujours marrer, c'est ça qui il est fait marrer, original. voilà, voilà, il a un bon degré comique. Et donc du coup, ça passe bien, quoi. Et puis voilà, on l'a dit, hein, tellement frustré par la tag team division de la WWE que du coup, moi, quand je vois débarquer des mecs comme ça, les Best Friends, Kazarian, enfin les Sokal, Angelico Mm. Jack, ça, je me dis ouais, ok. À la Lucha Underground, c'était la tag team division, c'était le Trios Championship, ça s'appelait là-bas. Mais Mhm. voilà, déjà, même à la Lucha Underground, qui était une toute petite fédé, la tag team division était plus excitante à la WWE à l'époque, quoi. Mm. Donc, Ah, on est bien parti pour rester ouais, je pense qu'à la sur cette IW, route-là. ils réfléchissent très fort sur le catch par équipe et je trouve que c'est une bonne nouvelle pour le catch professionnel. Mm, exactement. Euh, la suite des opérations. On revient chez les filles. On revient chez. Allez, on revient chez les filles. Du catch japonais. C'est du Ah ouais, Jushi qu'on appelle ça ou je sais pas quoi. Joshi. Euh, donc, Hikaru Shida, Ryo et Hey. Ryu Mizunami affrontent Aja Kong, Yuka Sakazaki et Emi Sakura. Arigato. Aligato, Ali gros gâteau. Donc 3 contre 3. Spectaculaire. Alors moi j'en connaissais aucune à part Aja Kong quoi, Oh, qui a catché à la WWE, qui est une vétérante aussi, une légende du ring, hein, qui a rempli le Tokyo Dome, main eventé le Tokyo Dome. Voilà, c'est quelqu'un c'est une légende du circuit, hein, si vous voulez. Hikaru Shida, bah, il me semble que c'est une très belle femme, comme Ryo Mizunami. Et Rio, c'est un peu, je sais pas, comment on l'appelle, notre ami de la New Japan, Toru Yano en femme. Euh, Peut-être que je confonds, je sais plus. Non, bah oui, Yuka Sakuzaki, c'est celle qui était déguisée ah ouais, je sais en plus. Freddie Mercury ou c'était Emi Sakura? Il y en a une aussi qui avait un cosplay de Freddie Mercury. Et puis il y en avait une petite kawaii comme ça qui était rigolote aussi.
Bah, en tout cas, c'était du bon match, du bon catch à la japonaise, hein, comme on dit. Euh, Ça s'arrête jamais. Il y avait une bonne connexion avec le public. Elles ont mis le feu, les gonzesses. 13 minutes 10, victoire des gentils. Je sais pas, tu avais quelque chose à redire là-dessus? Ouais, bah écoute, je connaissais pas, à part effectivement Kong pour les raisons que tu as citées. Voilà. Toutes les autres, je les connaissais pas. Donc, du coup, voilà, un match féminin avec un plateau entièrement asiatique. Donc, du coup, bah, tu vois, c'est de la curiosité. Voilà le genre de match qui peut faire que sur le coup, bon, bah voilà, bah, par curiosité, on va voir un peu ce que ça va donner. Et du coup, on a eu droit à quelques spots pas mal, quoi. Il y a un truc que Kong a mis un brainbuster que bien, Hmm. j'ai trouvé. Et j'ai trouvé Sakura qui était assez spectaculaire, qui fait des moonsaults, qui fait Hmm. des. Il y a eu, ben voilà, du coup, il y a eu plusieurs spots. Et comme tu l'as justement dit, et c'est ce qui m'a étonné d'ailleurs, c'est le public était vachement présent pendant ce match. Et oui. Et Alors que ça, je c'est un truc qu'ils ont pas compris à la WWE. C'est, suffit de les faire catcher, ces filles-là. Hein, les gens, ils sont réceptifs à tout ce qui est japonais, kawaii, trucs comme ça. Donc, faut les laisser faire ce qu'elles veulent et pas essayer de les formater façon WWE pour que ça, pour avoir au final des filles qui font des mauvaises promos et des matchs en demi-teinte comme ça. Là, il faut. du coup, Ah, moi, j'ai souvent tendance un peu à suivre quand je suis un match, un pay-per-view, un match comme ça. Si le public est bien chaud, etc., bah, du coup, même si je connais pas forcément bien les catcheurs, bah, je vais m'y intéresser d'autant plus comme le public est dedans. Et du coup, ça te met dedans et on assiste à un tag team match, à un 3 contre 3 bah, de bonne qualité, quoi. Évidemment, c'était pas le match de la soirée et tout ça, mais hmm. c'était un match de bonne qualité. Alors, les vainqueurs, c'est Shida, hein, c'est ça, hein, c'est l'équipe de Ouais. Shida. Parce que c'est elle Ouais, qui, Hikaru c'est elle qui Shida elle a du charisme. Hein, coup de jeu. très belle femme. Hein. Ouais, un espèce, son finisher, c'est un espèce de running knee, un espèce de Buisakuni là, Hmm. et c'était un finisher avec qui faisait un bel effet aussi, quoi. Ouais. Voilà, Ouais, ça on passe. sent que c'était rodé leur spectacle, tu vois, et Oui, que c'était des forcément filles. ça fonctionnait, quoi. Mm. Ouais, ouais, c'était des filles qui se connaissaient et il y avait une Mm. bonne alchimie. Ouais, ouais, tout à fait. Non, une belle réussite. Bah voilà, hein, donc un petit plateau pour découvrir le catch japonais féminin. Apparemment, c'était le vœu de Kenny Omega. Et bah ça fonctionne un peu comme quand il faisait catcher des Mexicains à la WCW, quoi. Tu les fais catcher ensemble. Voilà, t'as pas forcément besoin de te créer des pseudo-histoires, etc. Tu les fais juste dérouler un petit peu et puis ça suffit pour tenir le public le temps du match, quoi. Tout simplement. Hein. Après, voilà, on voit très vite qui sont les gentils, qui sont les méchantes. Ça fonctionne à l'ancienne. C'est plutôt une belle réussite. Et puis on est content pour elle. Moi, j'avais entendu beaucoup de bien de la Stardom du catch japonais. J'avais jamais eu trop de temps de m'y intéresser. Bah, je vois que effectivement tout ça c'était mérité, hein, tout simplement. Euh, Avançons dans le show pour le plus gros match de la soirée, presque j'ai envie de dire. Toi, dans le triptyque de main event. Voilà, c'est ça. On rentre dans le triptyque du main event et là on rentre dans le match qui va parler à tout le monde. Cody Rhodes affronte son frère Dustin Rhodes, Goldust contre Stardust si on était à la WWE. Alors ça démarre par ce spot là qui a fait, enfin ce spot, ce petit passage qui a fait tant parler de lui. On démarre avec un plan. Alors ça, par contre, le plan était super long sur l'entrée, les espèces de lumières là, on savait pas trop où ils voulaient en venir. Et au final, on voit apparaître un trône avec des têtes de mort qui nous fait penser au trône de Triple H quand il fait ses entrées de mégalomane à WrestleMania. Et là-dessus, Cody Rhodes débarque, accompagné toujours de Brandy Rhodes. Donc il a un super costume pour rentrer là avec une veste cap magnifique. Brandy Rhodes va aller sous le ring, elle va sortir un sledgehammer. Le clin d'œil est encore plus appuyé à Triple H. Cody Rhodes s'empare du marteau, du maillet, il se précipite sur le trône et il lui met un grand coup de dent, il explose le trône. L'image est forte. Voilà, la guerre est déclarée. On va détruire la WWE, sans nous dire Cody. Et ensuite, c'est Dustin Rhodes qui débarque avec un maquillage qui nous fait penser à celui de Goldust sur la moitié du visage en rouge. Et on va rester dans le rouge tout au long du match, puisque très vite, Dustin Rhodes va s'ouvrir le crâne
Il va saigner abondamment tout au long des 22 minutes 30 du match qui était dantesque, hein, j'ai trouvé. La foule était à fond. Dustin Rhodes, Goldust, derrière plus Dustin, il a sorti son plus beau catch pour ce qu'on pourrait croire son dernier match de sa carrière, mais on verra que non. Cody il a sorti tout son arsenal aussi. Belle construction de match. Alors bon, on ne sait pas si Cody Rhodes il est méchant ou gentil dans l'histoire. Il va catcher comme un i quand même tout le long du match. Dustin Rhodes va souffrir, hein, il va se faire malmener dans tous les sens. C'est l'affrontement du vétéran Dustin Rhodes contre son frère plus jeune qui est au sommet de sa carrière. Cody Rhodes sur les réseaux sociaux a dit qu'il voulait enterrer l'attitude era que représentent Goldust et Dustin Rhodes. Voilà, tout ça sur l'œil du père qui est au paradis, le rêve américain. Bon, victoire forcément de Cody Rhodes. L'enchaînement de Crossroads, voilà. Dustin Rhodes il en 100. Et Cody va le proposer pour le prochain show de AEW de le rejoindre pour un match team contre les Young Bucks, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Pas très émouvant hein, après le match là où il dit j'ai pas besoin d'affaires, j'ai besoin d'affaires. J'ai besoin d'un coéquipier. Gros match, hein, j'ai trouvé. C'est ça, c'est l'aspect historique. Encore une fois, il avait bien jamais gardé son match sur le titre de la NWA contre ils sont Magnus là. Bref. Et encore une fois, il a l'exploit. Cody Rhodes. Mise en scène. Qu'est-ce que tu as pensé? Tu as été choqué par l'histoire du trône? Oh, pas choqué, je sais Oui. pas trop quoi en penser de cette histoire. On est dans le catch, c'est too much. Il rentre dans une histoire de rivalité avec la fédé la plus puissante du monde. Bon, voilà, ils en ont rajouté, des caisses un peu. Le sledgehammer était très très gros et et moi j'ai envie de te dire que tout ça, pour moi, c'est un peu de la farce. Enfin, moi, en tout cas, moi, je prends ça un peu comme une espèce d'énorme farce et que je m'attendais à ce qu'il y ait des références, à la WWE. Et on en a eu en fait dès le pré-show, puisqu'à la fin du pré-show, ils ont déjà fait Ouais. une promo avec les Young Bucks où déjà ils ont Oui, en commencé à disant lancer qu'ils des étaient 20 pics et 000 tout. spectateurs, alors que Euh, l'arène n'en tient que 13, je crois. Mais en tout cas, ils étaient sold out. Voilà, ils sont un peu moqués de la WWE qui a tendance à gonfler ses chiffres. donc du coup, alors en fait, ce qui m'a étonné, c'est que je m'attendais peut-être à un truc comme ça un peu symbolique, mais je m'attendais pas forcément Triple H. Je pensais que c'était plutôt Vince McMahon qui allait être à un Ouais. moment ou un autre un peu ciblé. Et, et finalement, c'était assez marrant que Cody s'attaque un peu Bah, au symbole Triple ils ont H, quoi, beaucoup avec fait le de cèdre. parodies de Triple H dans Being the Elite. Ah Mm. ouais, parce que ouais, je suis pas Being the Elite, donc du coup, c'est pour ça que peut-être j'ai Ouais, été ouais, un bah, peu beaucoup ont surpris été par ça. surpris, hein, beaucoup leur reprochent à Cody d'attaquer Triple H alors que le vrai méchant c'est Vince McMahon ou je ne sais quoi. Bah après, je sais pas moi, quelle est l'histoire entre Cody et Triple H? Qu'est-ce qui s'est passé entre eux à la WWE? Ça se trouve, il est pas très sympa, hein, Triple H, on sait pas, mais en tout cas. Oui, oui. En tout cas, voilà, il semble que Cody, il avait certaines frustrations à évacuer, et donc je pense qu'il s'est Mm. servi de ce pay-per-view pour les évacuer. Voilà, ça s'est fait. Après le match, Ouais, pow, ça pow, c'était beau ça. le match, pow. Et alors, Cody Rhodes, les amis, il s'est comporté, mais comme un Mm. heel. Mais il y avait un public tellement dingo derrière que, bon, du coup, en fait, il y a eu tout un tas de passages, parce qu'il y a un moment, il enchaîne quand même un low blow et un crossroads, quoi, Ouais. où il réussit pas le pin dessus. Mais un gros truc de salopard, quoi. Et plusieurs fois, il fait plusieurs trucs de salopard. Et puis, bah, faut quand même rendre à Dustin ce qui appartient à Dustin, quoi. Hein. Mm. Il a 52 ans, ce qu'il a envoyé dans le ring, en étant sans comme il était. Bon, Ouais. c'était pas grave en soi. Hein. Il avait le cuir chevelu ouvert, Mm. c'était un busted open, quoi. Mm. C'était rien de dramatique. Hein. Mais bon, du coup, ça pisse beaucoup. Et Ah, c'est le Crimson Mask, hein, ça c'est un truc classique du catch, ça existe depuis la nuit des temps. Hein. Donc, oui, oui, ah ouais, il y a ça beaucoup de gens existe. qui ont été choqués, qui ont trouvé ça gerbant.
pas quoi, mais ça a toujours fonctionné comme ça. Donc, Ah, oui, ça, c'est c'est un une truc vraie. qui s'est oublié à la WWE pour des raisons de censure, mais c'est un Oui, oui, classique du oui. catch. Non, bah oui, c'est clair que oui, dans l'histoire du catch, le Busted Open, voilà, ça Mm. fait partie du décorum, quoi. Hein. Et du coup, ça a rendu le match encore plus dingue et avec encore plus de tension au fur et à mesure des minutes, etc. Et, euh, et je crois que le public s'y est pas trompé, hein, pas une seule seconde, quoi. Donc vraiment, il y avait une ambiance, mais de psychopathe. Hein, là, j'ai Mm. monté le son de ma télé, là, je peux te dire là, parce que vraiment, j'étais comme un fou là. On a eu tout un tas de spots. Voilà, Dustin, il est quand même incroyable dans le ring, hein, à l'âge Ouais, qu'il a. ouais, ouais. Il Ah fait ouais, des- mais ça fait longtemps qu'on le dit que le Goldust, c'est Et quand même un Cody, catcheur incroyable. Hein. Mm. Cody s'est permis aussi de quelques reprises curb stomp. Ouais, Voilà, vraiment, il était en mode énervé et en mode ça envoyait dans tous les sens. On a eu la petite apparition de DDP aussi qui vient récupérer la femme de Cody parce qu'à un moment il y en avait marre. Hein, moi ouais. j'étais content qu'elle s'en aille. Hein, je fais Andy Rhodes, Elle a quand même fait un spear sur oui, Dustin. Hein. elle a trouvé le moyen de faire un spire. Alors bon, écoute, cette nana, elle doit faire quoi, 55 kilos. Donc Mm. Dustin, il est vraiment sympa de vendre le spire comme ça. Parce que Ouais. franchement, ça, c'était pour moi pas un des moments très, très crédibles du match, quoi. Mais c'est pas grave, ça faisait partie, si tu veux. Là, on était dans le premier match vraiment de la soirée où il y avait une vraie histoire derrière, tu vois. Mm. Et je pense que là, qu'on soit fan WWE ou qu'on soit fan en général du catch en suivant d'autres fédés aussi, là, on est face à un combat où il y a une vraie histoire, il y a un vrai climax. Ouais. Non, non, c'était vraiment, ouais, ouais, c'était vraiment super, quoi. Vraiment, vraiment gros, gros, gros combat. Et donc, du coup, Cody annonce, nous fait toute une promo derrière, Mm. dans la sueur, les larmes et le sang. Et pour nous finalement nous dire que bon, bah voilà, écoute, Frangin, on s'est mis sur la gueule grave, mais bah, finalement, c'est avec toi que j'ai envie de faire équipe pour affronter les Young Bucks. Voilà. Vraiment, les Frangins, hein, les histoires de Frangins, ça reste vraiment un truc incompréhensible dans l'histoire humaine, mais c'est comme ça, quoi. On se tape, on se déchire, mais on s'aime et on s'adore. C'est ça. Voilà, bah, une belle réussite, hein, cet affrontement. Ouais. On n'entendait pas tant hein, d'un Cody Rhodes Goldust quand même. Mais non, non, bah, incroyable, incroyable réussite. Ouais. Je Euh, m'attendais pas à 22 minutes. Hein. Je pensais pas que le ouais, combat allait durer déjà si longtemps. Je pensais que ça allait être réservé aux deux derniers combats. mm, Et donc la durée du combat est étonnante. Le contenu du combat est parfait, quoi. Hein. Une vraie belle histoire de catch. ouais, magnifique. Allez, on enchaîne avec la suite. Donc c'est un match tag team pour le championnat de la AAA, la fédération mexicaine. Les Young Bucks, les patrons, Nick Jackson, Matt Jackson, affrontent les Lucha Brothers, Pentagon Junior et Phoenix. Zero, Euh, zero. Zero Miedo. Zero Miedo, ça il va le faire une bonne dizaine de fois en début de match, Pentagon Junior. Front contre front là, entre les Young Bucks et les Mexicains. Il a le public dans la main, hein, Pentagon Junior aussi. Ah ouais. Ah, Euh, enfin, oh là là, mais là, vas-y, je te laisse parler, mais Ouais, bah oui, parce que ça commence très fort, hein, parce que Pentagon il essaye son finisher tout de suite, oui, et puis d'entrée, oui. après ça va pas arrêter pendant tout le match, hein, ils vont Oh tout nous là faire. là. Combien de temps? Euh, Combien de temps ce match, Combien de temps? Sky? 24 minutes 55. 24 minutes, 25 minutes. Oh là 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 là. Ah, mais Bon, moi, et là on a j'aurais pu continuer encore 20 minutes de plus. Hein. Fight Forever. Hein, Ah ouais, voilà. Fight Forever, ouais. Fight Forever. Bah oui, c'est pas compliqué. Hein. On a les Young Bucks, les Lucha Brothers, c'est peut-être 4 des meilleurs catcheurs du monde, voilà, qui s'affrontent en tag team, qui maîtrisent parfaitement leur partition les uns comme les autres, qui ont le public dans la main, qui sont au top de leur forme physique. Bah, c'est juste incroyable. Hein. Je veux dire, Ray Phoenix, c'est très spectaculaire. Pentagon, c'est pareil. Et puis il est super charismatique. Ils vont même aller jusqu'à casser le bras d'un des Young Bucks là, ou lui disloquer l'épaule. Et puis finalement, c'est les Young Bucks qui s'imposent sur leur finisher. Hein. Spectacle. Il y a tellement de prises dans ce match-là, de toute façon, tellement de spots que Leur Melzer Driver. le Metzer Driver, voilà, voilà, il faut regarder ce match, hein, tout Ouais, simplement. De toute ouais. façon, les 3 derniers matchs sont indispensables. Hein, si vous êtes fan de catch, Allez voir ce match tag team. Alors, il faut quand même signaler que c'était pour le titre de la AAA. c'est ça. Dont les Young Bucks sont les titulaires. Et alors, tu vois, finalement, c'est marrant parce que dans le ring, Phoenix que les Young Bucks. Les Young Bucks, je les ai déjà vus catcher, hein, mais Mm. je n'ai pas vu énormément catcher.
si tu veux, quoi. Je les connaissais surtout par rapport à tout le barouf qu'ils font depuis des mois avec la création de la All Elite Wrestling. Mais du coup, par contre, je connais extrêmement bien Pentagone et Phoenix, que j'ai suivi à la Triple A, à la Lucha Underground, parce que je suis pas mal de Lucha Libre, donc du coup, je les connaissais bien tous les deux, quoi. Et Pentagone, je le connaissais avant qu'il arrive à la Lucha Underground, d'ailleurs. Et là, mais quel combat, les amis, mais allez voir ces 25 minutes de pur bonheur, quoi. Alors évidemment, il y en a qui vont reprocher que c'était peut-être trop un spot fest, que les Young Bucks, c'est trop des spot monkeys, etc. Je peux entendre ce genre de critique, hein. Mais moi, en fan basique, ancien fan basique, et ben, franchement, j'ai adoré, quoi. Ça envoyait de partout, les signatures moves, l'interaction avec le public qui est permanente pendant tout le match, quoi. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et Pentagone, il est très très bon avec le public pour ça. Phoenix, en retrait. Phoenix, il est un poil moins charismatique, hein, mais il est plus dans le spectaculaire, lui, de toute façon. Ouais, Phoenix, lui, il est dans le spectaculaire. Ouais, et Pentagone, lui, il n'hésite pas à s'adresser au public. Il est vraiment tout le temps. Alors, il a un seul petit truc, Pentagone, c'est que je crois qu'il mange un petit peu trop de burritos. Oui, il a un petit peu d'ombre. Hein. Il est moins affûté qu'à la Lucha Underground. Où il perd un peu dans les spots, un peu de voltige. Mais il envoie tellement à côté. Voilà. Un petit régime, allez, Pentagone, là. 4 kilos, l'ami, là. Parce que là, il faut que tu reviennes à ton poids idéal de la Lucha Underground. Mais c'était un match fantastique. C'était allez le voir, allez le voir, allez le voir, allez le voir. Un match fantastique. Donc, du coup, je retombe sur l'histoire de la Tag Team Division. Voilà, c'est du lourd. Hein. L'Elite Wrestling, là, on a une Tag Team Division là, sur 3 matchs là, qui nous a montré un potentiel, mais énorme. Mais alors, du coup, par contre, ils n'ont pas parlé d'une ceinture par équipe particulière à la All Elite. Est-ce que ça viendra plus tard? On verra. Ils gardent des cartouches, hein, j'ai envie de dire. Ils gardent des cartouches, ouais. Alors, il y a eu aussi un segment où ils ont présenté justement la ceinture de champion poids lourd de la All Elite Wrestling. Ouais. Présenté par Bret Hart, le Hitman Hart, hein, qui a annoncé. Il y a Justin Roberts qui fait aussi l'annonceur. Hein, c'était l'ancienne voix de la WWE. Bret Hart qui vient troller la WWE. Ouais, c'est ça. Ils n'ont peur de rien. Donc voilà, il y a Hangman Page qui débarque aussi, puisque c'est lui l'aspirant numéro 1. Et il y a MJF qui vient gâcher la fête. Il vient se foutre de la gueule de Bret Hart, de tout le monde. Et puis je crois que ça se fout sur la gueule à la fin, non? Ah non, il y a Jimmy Havoc et Jungle Boy qui débarquent. Ouais, voilà. Qui viennent tabasser MJF, le renvoyer dans les vestiaires. Un truc classique, mais qui fonctionne. Hein, on était... Hangman Page plutôt populaire, Bret Hart la folie, MJF il est très très bon au micro. Un peu moins de potes peut-être pour Jungle Boy là. Ouais, mais c'est vrai qu'MJF fait une grosse promo pendant ce que il fait à Bret Hart. Attention, il y a un gars qui te fonce dessus. Ils vont quand même la ceinture est belle. Ouais, la ceinture est belle. Ouais. Et puis voilà, c'est quand même c'est pas n'importe qui vient la présenter la ceinture. Quoi. Tu te dis quand même que là Bret Hart, voilà quoi, il est venu troller la WWE alors que le Hall pas très longtemps là, il y a la fameuse histoire avec le Hall of Fame. Et du coup, c'était assez surprenant de le voir là, quoi. Alors Jungle Boy, donc ce jeune-là, c'est donc le fils de Luke Perry. Voilà. Par contre, Jungle Boy va falloir qu'il aille à la salle de gym, hein, parce que Jungle Boy, quand il sera Jungle Man, il sera plus costaud pour l'instant. Voilà, il est en pleine puberté pour l'instant. Ouais, le bas de la carte, c'est pas non plus des exemples de gros physiques, quoi, on va dire. Hein. On est sur ce qui reste dans le circuit indie qu'ils ont pu signer. C'est pas forcément, on n'est pas sur du Matt Riddle ou des trucs comme ça, quoi. Hein. On n'est pas sur du Keith Lee. Tout cela, ils ont été signés. Il restait plus grand monde. Ils ont pris ce qu'il y avait. Hein. Ouais, et puis à la fois, en même temps, ils ont le temps. Ils vont se développer. C'est ça. Ils partent sur des basses scènes. Ils ont commencé là. Ils font un pay-per-view. Ils seront à la télévision qu'à partir de l'automne. D'ici là, il y aura que un ou deux autres pay-per-view encore. Donc, ils sont en train de monter leur roster petit à petit. Tu vois, moi, je trouve que si on devait s'attendre dans un pay-per-view comme ça à avoir un
porteur au complet, au garde à vous et prêt à l'attaque, ça aurait été trop beau, quoi, tu vois. Donc c'est normal qu'il y ait des imperfections, que ça manque de certains mecs. Par exemple, ça manque de, tu vois, de un ou deux powerhouse bien impressionnants aussi, quoi. On n'a pas eu pendant toute la soirée. Eggman Page est bien impressionnant quand même. Physiquement, Eggman Page, je le trouve quand même bien monstrueux. Mais après, il n'y a pas de monstre comme ça pour l'instant. Là, je crois que de toute façon, ils sont déjà dans un pari d'avoir un gage de qualité technique déjà, tu vois. Ouais. Et déjà, en tout cas, moi, c'est la sensation que ça m'a fait pendant tout le pay-per-view. Je me suis dit, bah voilà, ce qu'ils veulent déjà, c'est qu'entre les cordes, quoi qu'il arrive, que les gens ressortent en se disant, ah ouais, ah mais tu vois, quand on parlait des japonaises tout à l'heure, ah ouais, bah même le match avec les 6 japonaises, c'était un bon match quand même hein, entre les cordes, tu vois. Je pense que c'est mission accomplie. Donc Page, MJF, moi je suis curieux de le revoir et qui va donner ce gars. Il aura une grosse place, hein, je pense, dans les futurs, etc. Ça va être... MJF, il m'intéresse. Il m'intéresse, mais pardon, il m'intéresse, mais pareil, il aurait besoin d'un peu de salle de gym aussi. Ouais, un peu tous, hein. On va pas se mentir. Et puis surtout, l'homme du main event, Chris Jericho, qui a peut-être plus le physique de ses 20 ans, hein, on va dire. Il a mon âge, Chris Jericho. Chris Jericho qui affronte donc Kenny Omega, la méga star de la All Elite Wrestling, l'ancien champion IWGP de la poids lourd de la New Japan Pro Wrestling, hein, qui a décidé de venir à la All Elite Wrestling en tant que superstar, on va dire. Hein. De toute façon, tout le monde aime Kenny Omega. Évidemment, le match est magnifique. Chris Jericho, c'est une brawl qui n'en finit pas, avec notamment un gros spot là, avec la table où Kenny Omega va sauter sur la table où il y a en dessous Chris Jericho. Ils vont se faire mal, quoi. Ils vont se faire souffrir. Ça dure 27 minutes. Sachant que le gagnant doit aller affronter Adam Page pour le gain de la ceinture All Elite Wrestling World Championship. Le gagnant, contre toute attente, c'est Chris Jericho, avec un nouveau finisher, là, un coup de coude retourné façon MMA, qui arrive à venir au bout de Kenny Omega après un match dantesque où ils auront tous déballé tout leur arsenal. Là. C'était jusqu'au boutiste. Victoire de Chris Jericho qui prend le micro et qui annonce que voilà, si on a créé la All Elite Wrestling, c'est pas pour les fans, c'est pour lui. C'est lui la star. Et il attend des remerciements de la part de Cody Rhodes, de Kenny Omega. Il avait annoncé avant le match, il avait dit tu me remercieras après le match une fois que je t'aurai battu, Kenny Omega. Mais malheureusement pour lui, il n'aura pas le temps de célébrer puisque débarque depuis le public rien de moins que celui qu'on appelle désormais Jon Moxley et qu'on connaissait à la WWE sous le nom de Dean Ambrose, qui débarque et qui vient placer un Dirty Deeds à Chris Jericho, à l'arbitre. Et après, il s'en prend à Kenny Omega qui arrive à se défendre, mais ils vont continuer à se foutre sur la gueule et il finira par se prendre le Dirty Deeds Kenny Omega du haut du décor. Hein. Il y a des gros jetons géants comme ça qui sont une pile de jetons géants de poker. Ils vont grimper dessus. Dirty Deeds, ensuite Kenny Omega va prendre Chris Jericho va prendre n'importe quoi, le Mox, Jon Moxley prend Kenny Omega sur ses épaules, il le balance jusqu'en bas, grosse chute de Kenny Omega qui n'a pas atterri sur un coussin, il a atterri sur un truc qui s'est cassé. C'était assez spectaculaire. On termine le show sur cette image donc de Jon Moxley, Dean Ambrose qui a rejoint la All Elite Wrestling à la surprise générale. Ils avaient gardé le secret jusqu'au bout. Comment t'as senti ce main event et puis cette surprise finale? Ouais, alors le combat en lui-même ça n'a pas été mon combat préféré. Parce que Chris Jericho, il commence quand même à accuser l'âge, et qu'il a fait, quelques erreurs techniques qui sont plutôt dues à son physique, en fait, dorénavant, qu'à autre chose. Mais bon. Mais on l'a connu plus précis dans le ring. Ouais, on l'a connu plus précis dans le ring, quoi. Mais par contre, c'était archi solide, Kenny Omega, il connaît le taf. Kenny Omega, il aurait pu se booker en vainqueur, en number one contender, etc. Et c'est pas le cas, de Chris Jericho, parce que je pense que
pour la popularité de la Fédé. Je pense que Chris Jericho a beaucoup plus de visibilité que Kenny Omega. Et je crois qu'ils ont besoin de Jericho dans un premier temps là pour lancer la All Elite, quoi. Il y a vraiment besoin de ce mec-là, quoi. Et je crois que vraiment ce qu'ils ont amené là, ce combat-là, c'était vraiment pour dire, bah vous voyez, voilà, notre premier pay-per-view, notre premier main event, c'est Jericho Omega, on envoie. Et ouais, ils ont envoyé. Alors effectivement, tu vois, tu as parlé du finisher de Jericho, bah voilà un truc là, comment il appelait ça, le Judas Effect Elbow là. Voilà. Oh bah tu vois, bah ça par exemple, ça m'a pas emballé des masses, quoi. Moi j'aurais préféré qu'il garde son code breaker ou sur son Lion Salt ou je sais pas quoi, mais parce que cet elbow là, je le trouve pas super spectaculaire, quoi. Mais bon, Ouais. Mais c'est enfin, peut-être plus simple pour lui à placer qu'un code breaker. oui, ouais, mais je Parce pense que qu'il est voilà, vieux. ouais. Voilà, c'est tout à fait ça. Mais voilà, t'as donné la réponse en fait. Voilà, c'est ça. C'est que je pense qu'il change de finisher parce qu'avec l'âge aussi, il peut tout faire. Et donc du coup voilà. Et puis bah derrière, la petite promo derrière, bien sale, quoi, envers le public qui vient quand même de s'arracher les poumons pendant 25 minutes. Et l'arrivée de John Moxley. Alors, bah, moi, comme toi, moi, je me doutais, moi, qu'il allait arriver à la All Elite, mais je me doutais pas forcément qu'il allait arriver sur ce pay-per-view-là. Parce que moi, je pensais qu'il avait une clause de 90 jours, et du coup, on était loin de cette. Ça fait pas longtemps qu'il a catché pour la dernière fois pour la WWE. Donc, déjà, j'étais surpris par rapport à ça. Après, le petit clin d'œil, je rentre par le. Tu vois, bon, Ouais, voilà. par le public, c'était fin. Je rentre par le public. Et alors, on verra si ça se tient sur la suite, mais il a gardé son Dirty Leads comme. Ouais, comme finisher. Pas été signalé comme un Dirty Leads par les commentateurs, hein, et appelé un DDT, quoi. Et après, il place un espèce de sur les jetons de casino géant, il place une espèce d'attitude adjustment en fait Ouais. pour le balancer 3 mètres plus bas, quoi. Et un John Moxley comme on le connaît, quoi, bien excité, bien, tu vois, j'ai pas trouvé une différence fondamentale avec le catcheur qu'on avait à la WWE. Par contre, j'ai senti qu'il était qui Il était kiffait. motivé. Ouais. Ouais, voilà, On ouais, il sentait kiffait. qu'il se faisait plaisir là. Hein. Et on sentait que là, que ça, ouais, ça le faisait kiffer d'être là. On sentait vraiment qu'il y avait un vrai. Après, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir la petite promo de 2-3 minutes qu'il a fait dans les vestiaires derrière. J'ai pas Ouais. vu. J'ai pas regardé. Parce Mais que l'after show, si tu veux, quoi, l'afterburn derrière, ouais, oui, il raconte qu'il doit détruire les piliers du catch. qui va détruire les piliers du business et que aujourd'hui, ceci est une déclaration de guerre, quoi. Et donc, il était au taquet, le John Moxley, au taquet. Donc, du coup, effectivement, ça faisait un main event solide et puis qui se termine un peu dans l'apocalypse et tout. Et voilà, quoi, qui donne une vraie ambiance et un vrai cachet au show, quoi. Donc, même s'il est quand même très marqué, il faut quand même le dire, marqué très WWE, au final, tu as le main event qui se termine avec quand même dedans, avec un Chris Jericho et avec un John Moxley. Et ouais. Mais bon, ça, c'est un peu le lot, j'ai envie de dire, des fédérations. À la TNA aussi, on a récupéré des ex-WWE, à la Ring of Honor, chez Underground, partout. On récupère des ex-WWE. Il y a un tel brassage de cas que fatalement, ça arrive. Mais bon, là, du coup, ils ont signé du lourd, hein. Ouais. Et quand tu veux jouer aussi haut dans la division, il faut que tu aies des stars. Hein. Tu peux Oui, pas il faut, débarquer. c'est obligé. Effectivement. Personne ne fera croire que la All Elite peut marcher si elle a pas de power. Ça ne Ouais, marchera pas. Donc c'est ça. là, dès le premier pay-per-view, ils avaient du star power lors de ce pay-per-view. Il y a pas de doute. Ouais. Alors ils ont gardé le secret en plus hein, sur la. Ça c'est plutôt pas mal. En plus, ils ont été capables, ouais, de garder les infos pour eux, tout ça, Bon, et il avait lancé quelques indices dans sa dernière promo le soir où ils avaient fait le spécial sur le WWE Network avec le dernier match du Shield Ever où il se présentait comme un flambeur de casino là qui avait raflé la mise et qui s'en allait. Euh, voilà, le clin d'œil était un petit peu appuyé la boucle est bouclée. métaphore du casino. Euh, ouais, voilà, ça fait plaisir de le voir comme ça débarquer, s'éclater. Hein, il a l'air très heureux. Il y a une interview de lui par Chris Jericho, justement, un Talkie Jericho. Hein, c'est le podcast de Jericho là où il explique un peu ses motivations et puis sa dernière année à la WWE. C'est assez aberrant. Donc visiblement là, ça devient sérieux cette guerre entre
All Elite Wrestling et la WWE. Et ça nous annonce du bon. Hein. Ouais, ça me semble. Écoute, c'est que le début. Moi, au départ, c'était le premier pay-per-view. Donc, du coup, mais ce qu'on a vu ce soir, c'était quand même assez long. Ça a duré combien? Bien 4 heures, hein? Ouais, Ouais, quelque chose comme ça, on n'était pas loin. assez long, avec 3 énormes matchs et une production, comme tu l'as dit au tout début, la review, qui était quand même relativement solide, une belle salle, un beau petit tronc, une salle pleine, une organisation plutôt pas mal, pas d'erreur d'arbitrage intempestive, pas de trucs un peu bouqués à la mort moelleux, on va dire. Ouais, Qui change quand même, hein, par rapport à ce qu'on voit habituellement toute la semaine. Et c'est vrai. du coup, non, non, c'était. Moi, je pense qu'ils ont marqué des points là ce soir. Ils ont marqué des points. Ouais, ils ont frappé très fort. C'est une réussite. Alors, on retrouve les mêmes comment dire, caractéristiques qu'on retrouve à la WWE. Hein. Le décor, il est assez proche avec les barricades noires, là, les gens qui débarquent sous le Titantron. Alors, ils ont mis les espèces de tunnels qu'on retrouvait à la TNA pour changer un petit peu, mais dans l'exécution, on avait aussi des segments backstage dont on n'a pas parlé, mais qui ressemblent vraiment beaucoup à ce qui se fait à la WWE. On a ce couple Cody Rhodes, Brandy Rhodes, qui est un peu l'équivalent de Triple H et Stephanie McMahon. Il y a eu cette séquence avec les bibliothécaires aussi qui a un peu mis les gens mal à l'aise. Il y a un combat de chute, comme ça, de hush. C'est deux personnages qui ont le même gimmick en fait, le bibliothécaire. C'était une histoire dans Being the Elite. Ils ont empêché d'un catcheur qui s'appelle Tony Avalon et l'autre c'est Blue Pants qu'on avait vu à la WWE, c'est une fille. Et donc ils ont chacun le même gimmick, donc voilà, ils s'affrontent. Je suppose que c'est quelque chose qu'on verra dans les weekly. Bon, c'est pas beaucoup plus fin que ce qui se fait à la WWE. Pareil, l'autre qui se met de l'huile sur bébé sur le corps, là, c'est un peu pareil. Mais bon, c'est des envantillages qui font partie du monde du catch aussi, ça. Hein, donc c'est normal qu'on retrouve ça aussi à la All Elite Wrestling. C'est comme ça qu'on fait un show de catch, hein, quelque part. Mais en tout cas, ouais, pas de faux pas de fausses notes, une grosse. Et puis une ambiance de feu. Hein. Ah ouais, une ambiance de folie. Ah ouais, franchement, le public de Vegas. Alors évidemment, on va pas se leurrer, hein, un public à 4% masculin et gros public de. Alors, je sais comment vous dites déjà, les amis de. Les Smart, les Marks, les Smarks, Voilà, les Smarks ou les Smart ou les ce que Smarks, tu veux. et voilà, enfin tout ce que tu veux, quoi. Et donc, et le public a joué à plein son rôle pendant tout le pay-per-view. Donc non, non, vraiment une impression globale très bonne, quoi. Ouais, après à voir sur les weekly, ils pourront tenir la cadence, etc. Mais en tout cas, ça part très très bien, cette histoire de All Elite Wrestling. On est curieux de savoir quel catcheur de la WWE va rejoindre l'ordre. Je pense qu'on a un Luke Harper qui est sur les starting blocks. Ouais, il y a des chances. Gallows et Anderson. Sasha Ah, Banks. il y a tellement de noms qui sont donnés dans ce moment. En ce moment, ça n'arrête pas de toute façon. Alors, de toute façon, ils sont tous plus ou moins annoncés à un moment ou à un autre. Dès qu'il y a le moindre problème, dès qu'il y a le stage à la WWE, bam, Mm. on annonce à la All Elite. Donc, écoute, ça, on verra ça au fur et à mesure. Je suis assez patient, moi, sur ce genre de truc. Donc, Ouais, autant attendre les surprises. Hein. On a moi, déjà je eu Ty Dillinger. surprise au fur et à mesure, et puis on verra. En tout cas, si le but de ce pay-per-view, à moi, en tant que, c'était de dire, est-ce que tu vas avoir envie de wrestling? Et ben, pour moi, la réponse est oui, je retournerai voir la All Elite Wrestling. Ouais, on reviendra. On reviendra, c'était cool. Belle réussite, je suis très content, j'ai passé une bonne soirée. Et puis ça va faire du bien d'avoir de la concurrence à la WWE qui s'est complètement endormi sur ses lauriers, peut-être dans le bol de soupe, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà, allez, c'est l'heure du mot de la fin. On va quand même donner notre top, notre flop sur ce show. Et puis après, on reviendra aux affaires courantes. Qu'est-ce que. T'as un top, un flop, une note à donner? Ouais, bon, ouais, vas-y. Bah, une note, je vais. Voilà. Ah, j'ai Première. pas entendu, ça a coupé. Ah, excuse-moi. La note, je vais donner un 4. Ok. Ouais, parce que vraiment, bah voilà, hein, on le dit depuis
qu'on vous arrose en vous disant que ça a envoyé du lourd. Et franchement, il faut aller voir les trois. Si vous pouvez pas voir tout le show, vraiment aller voir les 3 derniers matchs qui sont vraiment Ouais. énormes. Mais il y a eu d'autres matchs. Voilà, j'ai aimé le match par équipe entre les japonaises. J'ai aimé les 2 matchs tag team masculins. Le match que je mettrais en retrait sur la carte principale, c'est le Fatal 4-Way féminin. Mhm. Dans le pré-show, c'est le pré-show, quoi. Ouais, le pré-show est pas terrible. Donc, et globalement, voilà, je me suis pas ennuyé. J'ai pas fait de fast-forward. Je l'ai mis sur un écran bien large pour l'avoir en grand. J'ai adoré le public. La production était bonne. Donc voilà, donc c'était vraiment un bon show. C'était une première fois. C'est donc vraiment pour moi pas de fausse note majeure. Donc un 4. Le flop, je vais le mettre à la bataille royale. Mm. Parce que la bataille royale, j'ai trouvé le règlement un peu con. J'ai trouvé qu'il y avait des catcheurs qui étaient esquissés. Enfin, il y avait rien de. Il y avait même des moments que je trouvais un peu malaisants, tu vois, Ouais. dans la bataille royale. Et j'ai trouvé dommage qu'un Hangman Page ait pas un vrai match pour se faire désigner en number one contender, parce que c'est un mec qui envoie bien dans le ring. Et finalement, c'était un peu dommage de le retrouver comme ça dans cette royale. C'est un peu le gros perdant de la soirée, Hangman Page, hein, parce Ouais, qu'il un petit peu, il ouais. voulait en faire le visage de la compagnie. On en est loin. On en est loin. C'est Kenny Omega la star. Dean Ambrose, enfin John Moxley et Chris Jericho, ils vont prendre le haut du panier. Cody, et il y a Hangman Page qui va devoir se faire une passe parce que pour lui, c'est pas gagné. Il est pas aussi populaire que ça. Et voilà, je suis pas sûr que ce soit l'homme de Voilà. la situation non plus. Hein. Moi, je l'ai connu à la Ring of Honor. Première fois que j'ai vu catcher, il était en rivalité avec Dalton Castle. Dalton Castle l'avait bouffé, hein, il l'avait mangé. Bon, malheureusement, il est maintenant plus au top de Dalton Castle. Il s'est grièvement blessé. Et voilà, il est très, très diminué dans le ring. Mais on voyait bien qu'il y avait moins de potentiel sur Hangman Page, même s'il a une gueule, même s'il sait catcher. Il n'a pas le X-Factor. Comment. Ouais. Donc voilà, donc du coup, mon flop va à la bataille royale. Ouais. Et mon top, j'ai envie de mettre tout le triptyque de main event, tu vois quoi. Mais Ouais. si je C'était quand même ouais. le match qui m'a fait quand même sauter de mon canapé, etc. Pour toute l'histoire racontée, j'aurais envie de mettre les Cody, les frangins Rhodes, quoi. Mais je vais mettre au niveau du spectacle et tout ça, je vais quand même mettre le match tag team entre les Young Bucks et les Lucha Bros, parce que ça, j'ai vraiment trouvé ça monumental, quoi. Donc ce combat-là, voilà, fight forever, fight forever, fight forever, fight forever. Et donc voilà, donc 4 Bataille Royale en flop et Young Bucks Lucha Bros en top. À toi, mon ami. Alright. Alors, je vais être plus généreux que toi. Je vais donner un bon 4,5. Ah ouais, carrément. Voilà, on n'est pas loin de la réussite parfaite. C'était un peu long, le début de show était pas transcendant. Mais bon, ça avait une ambiance de feu. Puis ça a été crescendo, hein, jusqu'à l'explosion finale, donc ça c'est plutôt top. Voilà, pour moi, comme j'ai dit peut-être un peu partout sur les sites, pour moi on est sur un NXT Takeover en plus long, hein, donc forcément il y a un petit peu moins de rythme, un petit peu moins intense tout du long, mais on est dans la très bonne qualité avec du très bon catch. Le flop, je vais faire comme toi, je vais le donner à la Battle Royale parce que c'est vraiment on démarrait vraiment mal la soirée. On peut le donner au commentateur là, nouveau aussi, mais bon, c'est son premier show, donc c'est pas trop grave. Voilà, ça c'était pour un produit d'appel, pour les gens qui n'ont pas payé, qui peuvent découvrir le truc, qui sont censés, censés donner envie d'acheter. C'était un petit mal barré avec ce kick-off et cette Battle Royale. Je vais donner le top. Moi, je vais le donner à Rhodes et Dustin, le top. Je trouvais que c'était vraiment excellent ce match-là. Ça pissait le sang, c'était épique. Longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Puis voilà, hein, il faut absolument regarder ce show. C'est une date dans l'histoire du catch, je pense. Ouais, ouais. Et on espère que ça va continuer comme ça, parce que dans ces cas-là, on va se prévoir de belles semaines de catch un peu partout. Voilà, on est arrivé au bout de l'émission. Rapidos, auto-promo, on est dispo sur... parce que toutes les semaines, on vous parle de Monday Night Raw, de SmackDown, de la WWE. On est dispo sur Spotify, sur PodCloud, toutes les plateformes, hein, de téléchargement, une version vidéo sur YouTube. On est aussi sur Twitter, c'est @CatchUpCDC, si je dis pas de bêtises. On a un Facebook qui traîne, un Instagram aussi.
Vous pouvez nous trouver partout, hein, tout est dans la description. Abonnez-vous, mettez des pouces si vous êtes content, parlez-en à vos amis. Voilà, venez. Chris, merci beaucoup d'être venu. Merci à toi. Je t'en prie, hein, c'est un plaisir. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour le débrief de Raw et SmackDown. On va faire une émission pour les deux. Parce qu'on n'a pas trop le temps cette semaine. Donc ça, vous la retrouverez très vite si elle n'est même pas déjà en ligne maintenant. Voilà. Allez, à bientôt et ciao ciao. Salut Ringside, salut peuple de catch-up.